Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci de nous écouter, de vous abonner à nos plateformes et de partager à travers la communauté Leader RH. C'est très apprécié. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Guillaume Dumas, qui est chef de la direction des ressources humaines pour Innovaire Solutions, qui est dans le domaine du chauffage, de la climatisation, de la ventilation. Un grand groupe québécois. On aura l'occasion d'en parler. Guillaume, c'est aussi un ami personnel, fait qu'il y a beaucoup de discussions qui ont eu lieu aujourd'hui qui auraient pu se faire autour d'une bouteille de vin, sans doute. Ça fait quelques années que je le connais, puis il y a une vision très intéressante sur le développement de carrière, le développement du talent, le rôle des partenaires d'affaires RH, et puis le rôle stratégique, comment se positionner de façon stratégique dans un contexte soit d'acquisition, de fusion ou dans leur cas d'alliance stratégique. Donc, vraiment intéressant si vous êtes dans cette situation-là. Alors, bonne écoute. Bonjour Guillaume, bienvenue au podcast Leader RH. Bonjour Michel. Guillaume, chef de la direction des ressources humaines chez Innovaire Solutions, qui est un groupe qu'on connaît probablement plus Ouellette Canada ou Style Pro. Dans le chauffeur, on a probablement toute une plante. Regardez vos thermostats chez vous, vos plantes électriques. Tout à fait. Il est fort probable que ce soit quelque chose qui vienne de chez vous. Tout à fait. C'est le grand groupe Innovaire Solutions qui comprend plusieurs marques, plusieurs sous-compagnies, dont effectivement Ouellette Canada, Stell Pro, Épuraire, Synapse, des compagnies en fait d'Edson, pour en nommer quelques-unes. Là, c'est quand même une... Au Canada et aux États-Unis. Oui, ben c'est une entreprise qui est globale dans 4 pays. Donc, c'est 17 sites en fait différents. Donc, au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Chine. Donc, je suis en fait le responsable de tout ce qui est gestion de talent et ressources humaines pour l'entièreté du groupe Innovaire Solutions. Tout à fait. Super. On va y revenir un peu plus tard dans ton parcours. J'aimerais ça que tu m'amènes quelques années en arrière, ton premier contact avec les RH. Pourquoi tu as étudié là-dedans? Première carrière? Je pense qu'il y a eu une combinaison de facteurs, là. Je me doutais peut-être, en fait, là, étant donné que j'ai peut-être un cheminement un peu atypique, là, comme plusieurs personnes qui se questionnent. Je suis allé à l'université, j'ai fait un bac multidisciplinaire, puis à un moment donné, il y a un conseiller d'orientation qui m'a dit « faudrait peut-être que tu te spécialises en quelque chose éventuellement ». Puis, en parallèle à ça, j'étais déjà professionnel de la santé, donc j'avais déjà une première carrière dans le monde de la santé. Puis un de mes patients, en fait, me disait... communiquer dans le monde dentaire, c'est peut-être pas nécessairement optimal. Là. Je veux dire, t'es là à remplir finalement une carie ou à réparer une carie, puis finalement... communiquer la bouche. C'est ça. C'est là où est-ce que ça m'a amené à faire une réflexion, où est-ce que j'avais étudié autant en psychologie, en droit qu'en gestion. Donc, ça m'a amené les aspects humains, légaux, puis administratifs, peut-être de la gestion des ressources humaines. Fait qu'en parallèle à ça... ce patient-là, j'aimais bien ça qu'il revienne. Finalement, là, aux 6 mois, je le voyais là, pour un traitement ou un autre. Puis, lui était connecté au directeur des ressources humaines d'une organisation à Montréal, le Jewish General Hospital, l'hôpital juif de Montréal, le DRH là-bas. Et c'est comme ça qu'il me l'a présenté, puis j'ai fait mon stage, en fait, à cet endroit-là. Puis ça a été un peu mes débuts dans le monde des ressources humaines, dans un hôpital, où est-ce que je voulais joindre un peu... mon intérêt pour la santé et aussi le monde des ressources humaines. Donc, ça a été pas mal là, en fait, que tout a commencé. Puis là, tu as fait ta maîtrise, tu as fait ton bac multi. J'ai fait mon bac multidisciplinaire à l'Université de Sherbrooke. Tu as tout de suite été à la maîtrise? J'ai tout de suite été à la maîtrise, mais tout en pratiquant dans le monde dentaire parce que, c'était lucratif, ça me permettait de payer mes études aussi, là, parce qu'à un moment donné, il fallait que je devienne aussi autonome puis que je m'organise. Donc, c'était une belle job d'étudiant, si on veut, pendant que je faisais la maîtrise. Donc, j'essayais de combiner un peu mes études, les patients, puis de travailler un petit peu dans ce domaine-là en même temps. Là. Mais j'ai fait mon stage de maîtrise, parce que la maîtrise que j'ai fait, il y avait comme 3 options, le mémoire, essai et intervention, stage, tout ça. Puis, je l'ai fait au Jewish Hospital, à l'hôpital juif à Montréal, où est-ce que j'ai
j'ai implanté un tableau de bord de gestion. Donc, déjà là, c'était précurseur dans ces années-là, où est-ce qu'on parlait pas tant que ça de KPI, d'indicateurs de performance. Ouais. Fait que je me suis mis à programmer finalement, me transformer un peu là, comme quelqu'un de quasiment de TI, là, à programmer des indicateurs dans l'hôpital, mais c'était majoritairement des indicateurs de performance ressources humaines. OK. Fait que c'est là où est-ce que ça a été un petit peu peut-être l'envol de ma carrière, où est-ce que déjà là, quand j'y repensais, il y a quelques semaines, en prévision du podcast aujourd'hui, j'étais pas nécessairement dans ma tête à ce moment-là. Je focusais pas nécessairement sur les relations de travail versus ressources humaines. Je voulais quand même rester très généraliste, mais surtout proche de la direction générale et d'où est-ce qu'en fait l'organisation allait. Donc, c'est pour ça que le stage... Plus stratégique, alors qu'il y en a beaucoup que le premier stage, c'est en dotation, tout à fait. en rémun, tout ça. Fait que déjà, ça t'amenait à plonger là. Moi, j'avais proposé 3 options. Je suis un peu comme ça aussi, là. J'avais proposé 3 options au directeur des ressources humaines de l'hôpital. Et bon, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'exodes de cerveau. Donc, beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières qui quittaient le Québec pour aller travailler ailleurs où c'était plus lucratif. Il y avait aussi, bon, tout ce qui était pénurie de main-d'œuvre, difficulté d'attraction, de recrutement. Et il y avait la mise en place d'un tableau de bord de gestion qui est un petit peu comme nébuleux pour moi à ce moment-là. Je me suis mis à lire là-dessus. Puis, ben, j'ai implanté, en fait, un genre de progiciel avec des fils de circulation. Là, quand on parle d'un tableau de bord, c'est comme un dashboard d'auto, là. Mais dans mon cas, c'était pas des flèches qui montaient un petit peu. C'était des feux de circulation pour carrément regarder, attention, le taux d'absentéisme, le taux de turnover, le taux de roulement, par exemple. Faut regarder. Puis bon, avec des études comparatives des autres hôpitaux aussi extrêmement performants de la région de Montréal ou de la région de Québec aussi. Donc, de regarder... Fait que le côté comparatif. Tout à fait. Donc, toute la gestion de performance, là, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui m'intéresse encore maintenant, mais pas juste de la performance humaine de la personne, de l'individu, mais aussi de l'organisation. C'est pas rare, moi, que je lis des états financiers, tout ça, puis je regarde, en fait, où est-ce qu'on en est d'un point de vue performance financière. Puis, j'ai la chance chez Innovaire Solutions de m'entendre très, très bien avec le chef de la direction des finances, le CFO, là. Puis, c'est un triangle très important, en fait, là, d'être très bien collé avec le CIO, le chef de la direction générale, mais aussi le chef de la direction des finances. Bon, les opérations, les ventes également, puis les autres domaines aussi, mais pour moi, ça a toujours été, dans le fond, très, très au cœur de ma pratique. Oui. Okay. Après ça, Canon. Je voyais, tu as été dans le domaine Canon, tu as été pétrole, tout ça. Comment ça rentre dans ta vie, ces expériences-là? Ben, c'est là où est-ce que chez Canon, Canon Canada, c'est majoritairement une organisation de vente. Donc, j'ai fait mes premiers pas dans une organisation de vente avant tout. Parce que tout ce qui est manufacture, tout ce qui est production, c'est pas fait nécessairement, je veux dire... C'est Canon, pas les appareils photo, c'est les photocopieurs puis les numériques. C'est les deux, en fait. Ah oui? Okay. C'est les deux, en fait, oui. Puis, c'est sûr que les programmes de relations industrielles au Québec, à ce moment-là, ça se donnait beaucoup à l'Université Laval, l'Université de Montréal et l'Université de Québec en Outaouais. Donc, principalement des unités francophones, des universités francophones. Lorsque tu gradues d'une université comme ça en relations industrielles, on pense que tu es francophone. Lorsque tu fais un stage à l'hôpital juif, on pense qu'immédiatement, tu es parfaitement bilingue. Mais moi, je suis le gars qui a grandi à Saguenay, là. Je suis né à Québec, on a grandi à Saguenay, parce que mes parents avaient une entreprise où est-ce que c'était plus facile de se rendre par le Saguenay, finalement. Puis ça va jouer des tours où est-ce que, lorsque j'ai été recruté par Canon, j'ai passé les entrevues, tout ça, on m'a pris, mais j'ai quitté après 6 semaines Canon par moi-même parce que je ne me sentais pas suffisamment adéquat ou équipé en termes de langue. Parce que quand on grandit à Saguenay, on valorise beaucoup le français, un peu moins l'anglais. Là. Ça a peut-être changé là, depuis 20-25 ans. Puis à un moment donné, il a fallu que je fasse preuve d'humilité, puis que je réalise moi-même que finalement, il y avait tellement d'anglais parce que déjà, le rôle qu'on me donnait, c'était un rôle de conseiller RH pour l'Est du Canada. Donc, pas juste au Québec. Ouais, je couvrais aussi Québec, les maritimes aussi, qui étaient très anglophones. Puis, je me rappelle encore de ma patronne, Nelly, que j'adorais, qui, pour elle, mon anglais était suffisant. Mais de mon côté,
C'est moi, en fait. Mon côté performance, peut-être, justement. Puis quand on est enfant d'entrepreneur, ben c'est sûr qu'en quelque part, on grandit un petit peu avec ça comme ADN aussi. Hein? Bon, pas nécessairement de performer tout le temps, mais on veut que nos parents soient fiers, on veut tout ça. Donc, c'est sûr qu'en quelque part, j'avais des standards assez élevés. J'en ai encore envers moi. Puis là, je te vois rire parce qu'on se connaît quand même un peu, là. Oui. Puis, oui, c'est ça. Puis, ça fait que, il a fallu, dans le fond, que je fasse preuve d'humilité puis que je dise, sais-tu quoi, après 6 semaines, je quitte Canon parce que je trouvais pas que mon niveau d'anglais était à niveau pour bien comprendre ce que les employés me disaient. Ou pour bien comprendre ce que les gestionnaires, surtout des maritimes, me disaient. Donc ça a fait en sorte de venir chercher quand même quelque chose en moi. Là. J'ai pas de regrets par rapport à ça, mais j'ai quand même pris plusieurs mois après ça pour me trouver un emploi. Là. J'ai quitté sans avoir de backup, là. Un peu sur un coup de tête, là, d'une manière, on dirait peut-être un peu moins responsable, là, mais il fallait que je le fasse. Je faisais des cauchemars où est-ce que je parlais anglais, français, je comprenais plus les employés. C'était rendu comme un bordel, ça venait m'affecter. Puis c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que c'est pas vrai que mes carrières ou mon ambition allait être limitée à cause d'une question langagière. Puis c'est ça où est-ce que, tu sais, il y a quand même une forme de protectionnalisme du français au Québec et c'est correct. On veut protéger notre français, j'en suis fier. C'est une langue qui est compliquée, qui est difficile, qui a plein de nuances. Sauf que parfois, il faut aussi être en mesure, dans un rôle ressources humaines, de bien comprendre ces gestionnaires et les employés qui parlent peut-être d'autres langues que le français. Et c'est là où est-ce que j'ai commencé à regarder un peu ailleurs qu'au Québec pour aller parfaire justement cette langue-là. Et j'ai atterri dans un programme. C'est qu'à chaque année, tu as des grandes multinationales qui font des programmes de développement accéléré. Tu as ça avec IBM, tu as probablement ça avec BMO aussi. Ça chez GSK. Chez GSK, exactement. Tu as ça avec General Electric, Schneider. Tu as ça avec des grandes compagnies. Puis, à chaque année, moi, je me suis retrouvé à l'Impérial. J'avais aucune idée c'était quoi cette compagnie-là. L'Impérial. Le théâtre? Pour finalement... Non, c'est pas l'Impérial. L'Impérial Théâtre sur Saint-Joseph, c'est ça? Non, c'est pas là. Ça existe encore, ça, d'ailleurs? Oui. OK, l'Impérial, ça existe. C'était l'Impérial Esso. Donc, la pétrolière Esso, qui appartenait à ce moment-là, et je pense que c'est encore le cas, à 69% à ExxonMobil Global. Donc, la grande puissance, dans le fond, pétrolière dans l'énergie d'ExxonMobil, qui est basée à Houston, mais Esso Canada, donc leur nom de brand, c'est l'Imperial, Imperial Oil. Je prends quelques instants pendant l'écoute de ce podcast Leader RH pour remercier Ansia, partenaire d'affaires en recrutement, pour la collaboration à la production de ces épisodes. Ansia, c'est votre partenaire pour vous assurer que tous vos besoins en attraction, en recrutement puis en intégration de main-d'œuvre dans vos organisations soient couverts par des professionnels. Donc, merci Ansia de faire rayonner la communauté de RH et de mettre à l'avant-plan des leaders RH d'ici. Donc, l'Impérial Toi, t'appliques, c'est un programme qui est ouvert à des étudiants, à des jeunes. À ce moment-là, je viens de quitter Canon en plein milieu de l'été. Mauvaise idée, complètement. Je recommande pas à personne finalement de faire ça. Je me ramasse, je déprime, je dépense de l'argent, il y a rien qui rentre. Finalement, j'essaie de vivre comme je peux. Puis, j'ai fait des applications, j'ai dû en faire plus de 200. Littéralement, parce que c'était une époque où est-ce que il y avait beaucoup de gradués dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine des relations industrielles, mais très peu de postes à ce moment-là. Donc, j'appliquais sur des rôles de réceptionniste RH, secrétaire RH, technicien RH, conseiller RH, recruteur. Je les ai tous faits. J'étais entre 5 et 7 applications par jour à un moment donné. Là. À un moment donné, je les comptais plus. C'était... puis j'espère que c'est plus le cas maintenant pour la nouvelle génération. Mais dans le temps... Il y avait pas de temps. Il y a plus de rôle RH dans les organisations aujourd'hui qu'à l'époque. Il y avait une personne, puis c'était la personne qui faisait la paye. Puis, c'est exactement. J'ai appliqué sur tous ces postes-là. Puis à un moment donné, j'applique sur un poste. Je commence en Alberta. En fait, je ne sais pas si tu te rappelles des CD-ROM qu'on recevait dans le temps d'Internet de American Online Company. C'était AOL ou quelque chose dans ce genre-là. On recevait des CD pour avoir 1 mois ou 3 mois gratuits d'Internet dans le temps. Okay. Moi, je pensais qu'en appliquant là-dessus... Je suis pas aussi vieux que ça. Un instant, Michel. Il n'y a pas tant d'écart, là.
Fait que tu avais un accès à Internet. En fait, moi, je pensais que j'appliquais sur cette compagnie-là, AOL. OK. Mais finalement, dans mes 5 à 7 applications par jour, j'appliquais sur IOL. IOL, Imperial Oil Limited. Ah, t'es sérieux? Et c'est là que je me suis ramassé à appliquer. Puis évidemment, bon, la majorité des gens là-bas sont anglophones, ils n'entendront pas ça en français, ils ne comprendront pas. Mais je reçois un appel. Je reçois un appel de quelqu'un qui parle avec tellement un grand accent saccadé que j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que cette personne est en train de me dire. J'entends le mot job, j'entends le mot opportunité, j'entends le mot Calgary. Et là, moi, un peu pris de panique, je raccroche. Littéralement. Et je me rappelle encore, en fait, c'était une Roumanienne basée à Calgary qui avait un accent de la Roumanie, Adriana Chapra. Je me rappellerai toujours de son nom. Et c'est elle qui m'appelait pour me dire que je faisais partie des finalistes canadiens pour un poste de développement accéléré en ressources humaines chez Esso Canada à Calgary. Je regarde mes courriels comme 1 heure ou 2 plus tard dans ma journée en me disant il faut vraiment que je perfectionne mon anglais. Là, j'ai de la difficulté à comprendre, mais puis là, je vois c'est l'ancêtre des appels frauduleux qu'on voit aujourd'hui. C'est comme... c'est ça, exactement. Vous avez gagné une croisière, je raccroche. C'est ça. T'avais gagné de job chez SOS de fraude. Puis je me rappelle que pour appliquer là-dessus, il avait fallu que je scanne mon relevé de notes, mes activités de bénévolat. J'avais même mis, dans le fond, toute mon expérience dans le monde dentaire. Puis c'était fou, le dossier que je me rappelle d'avoir scanné carrément dans le job que j'avais à ce moment-là, en catimini. Puis je lis mes courriels et là, je reçois carrément... je réussis à comprendre un petit peu mieux à ce moment-là. Là, j'étais pas si nul que ça en anglais. Là, à un moment donné, là, on fait quand même des cours d'anglais aussi là, quand on grandit. Puis je me rends compte qu'on m'invite à appeler une agence de voyage, je la nommerai pas, mais vous la connaissez, là, une agence de voyage qui a déjà mon nom en banque et qui a déjà, en fait, booké des vols pour moi, pour aller faire une entrevue de 45 minutes à Calgary, aller-retour, dans la même journée. J'avoue, ça sonne l'appel frauduleux de la croisière. Ça sonne la croisière, là, où ça sonne le... Finalement, je les appelle, puis je choisis le service francophone. C'est quand même une agence de voyage connue au Canada qui a des services dans les 2 langues officielles. Je parle en français pour me dire, vous avez été sélectionné, tout ça. Vous êtes parmi, dans le fond, les finalistes pour... il y a un rôle par année en ressources humaines chez Esso qui est ouvert. Tout comme en finance, tout comme en droit, tout comme en marketing, en ingénierie. En ingénierie, il y en a peut-être 2 par année. Mais, et là, je fais l'aller-retour. Je cale malade à mon travail. Je ne dirais pas dans quelle entreprise je travaillais à ce moment-là. C'est un OBL, tout ça. Puis, je cale malade, je prends une journée de maladie et je fais l'aller-retour à Calgary pour une entrevue de 45 minutes dans la même journée. Dans la même journée. Fly in, fly out. Oui. Puis, tu sais, moi, dans ma famille, j'ai un oncle qui habite Airdrie, qui est un petit peu au nord de Calgary, à peu près 20 minutes, près de l'aéroport, qui me reçoit le chapeau de cowboy. Il est tout heureux de me voir. Lui, il pense que je vais venir passer la fin de semaine, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, on a grandi, dans le fond, pas très près de lui, parce que c'est un ancien militaire qui a fait plutôt sa carrière, finalement, de militaire plus dans l'Ouest canadien. Mais c'est lui qui m'a amené carrément à l'entrevue, qui a attendu dans le stationnement et qui m'a ramené à l'aéroport après 45 minutes. C'était très, très, très structuré comme entrevue avec tu sais, la fameuse méthodologie STAR, là, la situation, la tâche, l'action, le résultat. Finalement, il fallait que mes réponses, je décrive la situation, les tâches que j'avais prises, les actions que j'avais prises, pas moi et non pas l'équipe, là, mais moi en soi, les résultats. Bon, c'était une méthodologie dans le temps qui était très populaire. Je ne sais pas si on l'utilise encore beaucoup, là, mais c'était très, très structurant comme approche, là. Puis un peu castrant même, là, je me rappelle. Là. Puis à ce moment-là, je pense que j'étais sur la fin d'une sinusite ou quelque chose comme ça et je m'en vais leur dire en entrevue, en cherchant mes mots, que je suis sur l'effet de drogue en ce moment. En voulant dire, moi, je dis drugstore, pharmacie, des pilules, drug. Et là, je m'en vais leur dire ça et ils m'ont trouvé coloré. Ils m'ont trouvé coloré, les gens de Calgary. Et je pense que c'est... Un petit drogué du Québec. Un petit drogué du Québec qui vient. Ils m'ont trouvé coloré parce que je pense que dans l'espèce de créativité qu'il fallait que je fasse preuve pour choisir mes mots, pour comment je vais leur dire que finalement... En fait,
Oui, il y avait la sinusite, mais je pense qu'il me demandait comment j'avais pu exercer dans le monde dentaire comme hygiéniste dentaire, faire une maîtrise en même temps, faire du bénévolat en ressources humaines, puis essayer d'avoir une vie à travers tout ça. Puis je leur avais dit que je prenais des drogues, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'était des coffee pills, des pilules de petit café, là, un petit peu de caféine qui est en vente libre. Là, je veux dire, je suis pas un drug addict du tout, là. Et ça, il avait trouvé ça drôle. On avait ri parce que... Comment vous faites ça? I'm taking drugs. Oui, c'est ça. Taking drugs, en voulant dire. C'est ça qui me garde awake, éveillé la nuit. Ils ont trouvé ça bien drôle, tu sais. Puis, il faut se rappeler aussi que... je veux dire, c'était quand même une culture un peu plus conservatrice aussi, là, le début des années 2000 aussi, ou mi-année 2000, dans l'Ouest canadien, particulièrement en Alberta, à Calgary. Fait que c'est sûr qu'avoir quelqu'un un peu plus latin, un peu plus francophone, un peu plus, tu sais, ça les a fait rire. Donc, le lendemain, j'avais un appel d'Adriana Chapra à nouveau, où est-ce que là, je tendais vraiment l'oreille à son accent rouménien anglophone pour me dire, parce qu'elle était basée à Calgary, c'était une expat de ExxonMobil mondiale de Roumanie qui avait été finalement en assignement là-bas à Calgary. Puis c'est ça que les grandes compagnies, dans le fond, font beaucoup. Là, on promène les gens d'une place à l'autre pour me dire que j'avais été sélectionné comme ressortissant du Québec. Et là, que j'étais invité, puis je me rappelle, c'était le 26 mars, c'est une journée importante pour moi, le 26 mars, c'est mon anniversaire. Enfin, je savais que j'étais invité pour une deuxième entrevue et que je représentais le Québec pour ce poste-là et qu'il y avait quelqu'un qui avait gradué de Queen's ou de UFT de l'Ontario. Donc, on était les deux côte à côte, finalement, vis-à-vis en RH pour le fameux poste de développement accéléré. Et puis ben, c'est ça, j'ai fait l'entrevue là-bas. C'était un déjeuner. C'était 3 entrevues back-à-back et c'était un dîner. Littéralement, parce qu'on regarde aussi comment tu t'exprimes, les sujets que tu apportes aussi en entrevue ou que tu discutes. Fait que oui, il parle de politique, oui, il parle de religion, oui, il y a toutes sortes de choses. Mais c'est très, très, très structuré. C'est 45 minutes. Et je croisais, en fait, l'autre candidat qui est devenu mon meilleur ami. Je t'expliquerai peut-être plus tard si on a le temps. En fait, je suis devenu son best man, son garçon d'honneur à son mariage avec son conjoint. Oui, on s'est liés d'amitié parce que cette année-là, ils ont fait une exception et ils m'ont pris, moi, pour ESSO. Ils m'ont amené à Calgary au siège social pour m'aider justement, étant donné qu'au niveau langagier, je devais finalement apprendre l'anglais. Et lui, ben, ils l'ont aussi beaucoup aimé. Et lui pensait aller à Calgary, mais ils l'ont envoyé carrément à Dartmouth. Carrément en Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse. Je me rappelle, il habitait à Halifax, puis il se ramassait à la raffinerie de Dartmouth, qui est une raffinerie de Imperial Oil de Esso Canada. Ah bon. Oui. Fait que tu travailles là, puis là, tu es en formation, t'es mentoré, mais tu pars d'un cabinet de dentiste, d'hôpital, puis là, tu tombes dans une multinationale, le pétrole, etc. Ils ont des ressources, ils ont des programmes. On appelle ça des deep pockets, des poches très creuses, en fait. Puis ça, quand on dit des poches très creuses, des deep pockets, c'est des gens qui ont des moyens, qui ont des ressources. Puis à un moment donné, de la manière que le programme fonctionnait dans lequel j'étais, c'était 3 assignements que je devais faire pour avoir mon passeport, là, mon stamp sur mon passeport ESSO. Et puis, le premier, c'est un mandat de partenariat d'affaires RH. Donc là, d'être carrément connecté avec des vice-présidences, mais l'entièreté des gestionnaires d'une même vice-présidence. Dans mon cas, c'était Sales and Marketing, donc vente et marketing, donc toutes les stations-service dans le pays qui s'appelaient On the Run dans le temps. Les stations-service, finalement, qui n'étaient pas franchisées, mais qui appartenaient à ESSO, c'était les employés que moi, dans le fond, je devais supporter. Donc, des directeurs de territoire, des gens, dans le fond, sur des commissions, des gens dans le domaine des ventes. Et, Mobile One aussi. Tu sais, la fameuse Formule 1 là, sur Crescent Street à Montréal, tout ça, qui est commandé par Mobile One. Donc, tous les lubrifiants aussi, c'était dans mon portfolio, finalement, client. Ça, c'est le premier mandat. Puis après 1 an, dès que tu commences à te sentir confortable, puis que tu es dans tes pantoufles, puis tu commences à comprendre, il te change. Et là, le deuxième mandat, c'est un mandat analytique. Donc là, c'est de la gestion de projet, c'est de l'analyse d'état financier, c'est de regarder au niveau RH des audits internes aussi. Donc, comment qu'on fait du process mapping, donc de la schématisation de processus, comment qu'on utilise Visio carrément pour regarder, pour optimiser, puis tout ça. Donc c'est pas une compétence qui est innée chez des professionnels RH à la base, mais c'était très, très, très focus sur ingénierie. Tu sais, je dis souvent, ton passage au Jewish, tu avais fait ça oui, j'avais fait beaucoup plus d'analyse, en fait, de données, sauf que là,
c'était caricatural, puis pour te démontrer à quel point que c'était process-driven, donc orienté processus, même pour aller à la salle de bain, il y avait un diagramme de flux. Il y avait un flowchart où est-ce qu'on devait marcher à droite, regarder dans le miroir pour pas rentrer dans personne, tourner à gauche, pousser la porte, se laver les mains, faire ce qu'on a besoin de faire, retourner, se relaver les mains. Tout était mappé, tout était schématisé sur du process mapping, définitivement. Fait que ça, c'est... Ouais. Oui, donc dans un coffre à outils en ressources humaines, c'est pas une compétence, ça, qui est naturelle. Mais moi, j'aime beaucoup ça parce que lorsqu'on parle plus de RH et un petit peu moins de gestion de talent, mais plus RH, conformité RH, bien souvent, lorsqu'on documente des processus, on doit les documenter, on doit les schématiser. Et là, on comprend un peu mieux où est-ce qu'on peut faire des raccourcis, où est-ce qu'on peut regarder des optimisations, où est-ce qu'on peut changer un petit peu. Bon, comment qu'on va aller à la salle de bain, ne changera peut-être pas en termes de processus, mais pour d'autres processus, ça peut changer. Fait que ça, c'était le deuxième mandat. Le troisième, c'était un field assignment qu'on appelle. Donc, on t'envoie dans le champ. Un field assignment. Dans mon cas, c'était un FIFO, un fly-in, fly-out. Donc, 4 jours dans un camp à Fort McMurray et 3 jours out. À ce moment-là, j'étais en relation de couple qui était... Ça bougeait un peu, finalement, dans ma vie personnelle. Tu sais, si je suis vulnérable avec toi, puis je te parle de ça. C'était pas le temps pour moi de prendre un assignement comme ça où est-ce que je serais à l'extérieur, étant donné que c'était un peu chamboulant un peu dans ma relation au niveau de ma vie personnelle avec mon conjoint. Puis, c'est là que j'ai décliné cet assignement-là. Et à ce moment-là, il y avait une culture de non-pardon. Où est-ce que lorsque tu oses, en fait, décliner un assignement dans un programme comme ça, ton potentiel, parce qu'on t'achiffre un chiffre, ton potentiel, il est numérique. Et là j'ai l'impression de sortir je te jure, ça existe, là. Ça a dû changer, ça a dû un petit peu se softer un peu, s'amollir un peu de ce côté-là. Mais j'avais un chiffre qui m'était associé. Est-ce que j'ai le potentiel de devenir VP ressources humaines pour le Canada en ressources humaines? Mais lorsque tu dis non à un assignement, on s'en rappelle. Donc là, finalement... Fin de ma rupture de relation avec mon conjoint à ce moment-là, je commence à sentir que finalement, je vais comme être un petit peu dans une espèce de plafond. On parle souvent du plafond de verre pour les femmes, mais aussi pour les hommes, ça peut exister aussi dans différents contextes aussi professionnels. Je me rends compte que, ouf, là, ils n'ont pas aimé, en fait, que j'ose dire non. Je pense qu'ils se sont adoucis avec leur pratique, mais même le rehire, réembaucher quelqu'un qui quitte, c'était pas permis. Non. À ce moment-là, alors que maintenant, avec le contexte, le contexte actuel, ils ont dû scratcher cette politique-là, puis je veux dire, fédérer, ouvrir les valves un peu plus là, de ce côté-là. Fait que c'est là, en fait, que j'ai pris la décision où est-ce que toutes les connaissances et le bagage, parce que quand tu travailles dans une grande organisation telle qu'ExxonMobil ou leur division canadienne Esso, tu as un bagage, un coffre à outils qui est incroyable. Mais après ça, c'est d'être assez futé, assez smart, d'en faire bénéficier d'autres organisations qui sont peut-être pas aussi grandes, par exemple, et de tailorer, donc de scoper, de resizer, de reformater un peu le tout pour que ça fitte dans des plus petites organisations ou qui ont d'autres mandats. Fait que j'ai quitté SO à ce moment-là. Puis t'es en allé chez... Ben là, je voulais revenir au Québec. Okay. Mais la valorisation de la fonction ressources humaines, pour moi, c'est extrêmement important. Qu'on croit au RH, et pas juste pour faire la police et faire des politiques de gauche à droite, puis tout ça, mais plutôt pour ajouter une valeur au niveau de contribution, puis d'avoir une vision un petit peu aussi où est-ce qu'on veut que notre matière première, notre ressource la plus importante interne, selon moi, qui est nos ressources humaines, ben, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Donc, j'ai fait des entrevues au Québec pour revenir au Québec, et c'était pas le bon temps. Parce qu'on me faisait très bien comprendre que je n'étais pas un ingénieur et que je n'étais pas, finalement, dans des entreprises d'ingénierie ou de fabrication. Puis je parle de multinationales qui sont très connues au Québec, sans les nommer, comme quoi j'étais aux ressources humaines. Donc, transaction. Oui, transaction, service, de support. Et il y a encore des organisations qui voient un peu les ressources humaines de ce côté-là. Puis il y a des gens qui conviennent très bien. Il y a une belle adéquation entre des professionnels RH et ce genre de culture d'entreprise-là. C'était pas pour moi à ce moment-là. Donc, je me suis perdu à Toronto. En fait, je suis arrêté à Toronto, puis j'ai accepté un mandat avec TransCanada Pipelines. Donc, TransCanada Énergie, les gazoducs, les oléoducs, ce qui nous amène en fait là, gaz métro, là, le gaz naturel au Québec. On en a entendu beaucoup parler dans la presse avec le port de Cacouna et tout ça. Là. Donc, j'ai eu un mandat là où est-ce que pour eux, ben là, maîtrise en relations industrielles, ça vient avec le fait que le gars doit connaître les relations de travail, alors que j'avais aucunement touché chez SO.
Le gars doit être bilingue. Il arrive de Calgary, 3 ans et demi, 4 ans, dans le fond, qu'il a fait là-bas. Donc là, on m'a donné le rôle, puis j'avais 30 ans à l'époque, de chef négociateur des relations de travail pour l'Amérique du Nord, pour TransCanada Pipelines. Ça a été un défi de taille. Ouais. C'était ton premier contact dans les relations de travail? Oui, et un contact qui a été... je ris, je souris parce que je me revois dans l'État de New York où est-ce qu'eux gonflent un rat lorsqu'ils veulent montrer un signe de protestation. Donc, on avait une usine d'électricité là-bas parce que TransCanada, oui, c'est le pétrole, oui, c'est des oléoducs, mais c'est aussi des energy plants, des power plants, des usines, finalement, à fabrication d'énergie, là, un peu d'électricité ou à travers du gaz naturel, un peu à la Hydro-Québec, si on veut. Là. C'est ça, mais privé. Et puis, je me rappelle... Il gonfle un rat. Ouais, il gonfle une grosse souris. Vous regarderez en ligne là, dans l'État de New York. Je pense qu'ils le font encore pour intimider. Donc là, moi, c'est comme un rat, truc de concessionnaire. Là, tout à fait. Là. Une structure gonflable. C'est pas un truc d'Halloween, finalement, là, ou un truc de Noël. Là, mais au lieu d'être un Père Noël ou d'être un bonhomme de neige... pour me négocier. Moi, je m'en vais là, puis j'ai ça d'en face. Ça veut dire qu'ils avertissent l'entièreté des médias de la région, le public, comme quoi ça va péter. C'est un signe de protestation. Il y a eu des trucs comme ça auxquels j'ai été exposé là, dans ce mandat-là, je dirais, là, en relation de travail, mais ça a été extrêmement formateur. Parce que je veux dire, j'ai 30 ans et là, je me retrouve finalement à négocier l'entièreté des conventions collectives. Évidemment, il n'arrive pas à échéance toutes en même temps. Mais des fois, j'en ai 2 en même temps, finalement, là, qui n'ont rien à voir une avec l'autre. Des fois, c'est à Spokane, dans l'État de Washington, dans la côte américaine, dans l'Ouest. Puis des fois, t'en as dans le Connecticut, le Vermont, t'en as à New York aussi. Il y en avait au Canada également. Donc, moi, la haute direction de Calgary de TransCanada me disait 0 sur toute la ligne, Guillaume. Tu leur donnes 0 au syndicat sur toute la ligne. C'était moi qui devais négocier avec la haute direction pour aller me chercher un mandat un peu plus généreux, parce que j'allais pas aller présenter ça au syndicat qui m'attendait avec des 5 sur toute la ligne à ce moment-là pour 5 ans. Donc, ça a été extrêmement formateur. Où est-ce que je revois, en fait... politique. Gros sens politique et très... Tu sais, on parle toujours de... J'écoutais une entrevue que tu as fait avec quelqu'un, justement, qui est très focusé relations de travail, avec un super parcours. Là, j'ai hâte de la rencontrer en personne un jour, j'espère. Puis des fois, on parle toujours, dans le fond, on va négocier avec les intérêts communs, on va s'en aller des positions. C'était pas tout à fait, en fait, la dynamique dans le domaine de l'énergie, du pétrole. C'est pas tout à fait la dynamique que moi, j'ai vécue. J'ai vécu un vis-à-vis syndical avec une chaise dans ses bras qui a feinté de me l'envoyer là, dessus, là, physiquement. Là. Tu sais, je sais pas... j'en ai fait quelques années de ça à temps plein. Mais finalement, le rat gonflable, c'était le moins pire. Le rat gonflable, il était pas si pire, là. Non, mais je me revois là, faire des tours en jogging de la bâtisse pour me calmer moi-même parce qu'il y a toute une histoire de self-pace aussi où est-ce qu'on apprend à se connaître nous-mêmes, mais faut qu'en termes d'émotion aussi, on devienne relativement neutre, là, à un moment donné, quand on se fait dire un paquet de trucs, puis tu sais, qui frôlent les insultes, finalement. Là. J'ose croire qu'en 15-20 ans, ça s'est amélioré. Oui, puis tu sais, pour avoir fait des relations de travail dernièrement aussi, ça s'est amélioré, mais dans ce cas-là, c'était... j'ai fait ça. Mais à ce moment-là, ma vie ressemblait beaucoup. Je sais pas si tu as déjà vu le film Up in the Air ou Dans les airs avec George Clooney. Son travail, dans le fond, il fait partie d'une firme de transition de carrière. Donc, lui fait des fins d'emploi dans plein d'États, partout dans le monde, et son but ultime, c'est d'accumuler du millage, mettons, des Air Miles. Ma vie était rendue ça. J'avais entre 12 et 14 vols par mois. Il y avait un chauffeur qui était assigné où est-ce qu'il m'amenait. Il y avait un arbitrage, dans le fond, aux États-Unis, dans un État. C'était moi le représentant. Il y avait des conseillers en relations de travail qui jouaient les bons cops et moi, j'étais le mauvais cop, finalement. Puis c'est moi qui arrivais finalement avec la décision, donc des arbitrages, des conciliations, des médiations, aussi des renégociations de conventions collectives, des griefs, tu sais, à plus haut niveau qui voulaient que je sois là. Fait que ça devenait que finalement, ma deuxième cuisine devenait le Air Canada Lounge, là. Littéralement, là, je fréquentais à ce moment-là des agents de bar, là. Imagine, tu sais, c'était, j'en recevais des coupes de vin gratuites sur le vol, par exemple. Parce que, tu vois, là, il y en a qui commençaient à me connaître, là, je le croisais souvent. Fait que c'était pas... On pense que voyager, c'est glamour au début puis tout ça, mais l'effet que ça a sur toi physiquement, mentalement, spirituellement aussi, c'est lourd quand même parce que tu reviens chez toi, tu as le temps de défaire une valise, tu reprends une deuxième valise avec le même linge, mais qui est propre. Donc, j'avais 2 kits de valises exactement les mêmes. On voit juste ça dans les vues d'un film, mais ça existe. Et c'est là où est-ce que j'ai approché TransCanada Pipelines en leur disant, là, écoutez, je suis basé à Toronto,
Je dois toujours faire des allers-retours au siège social pour aller chercher des mandats, puis travailler avec mon équipe aussi au siège social à Calgary. Vous m'envoyez à Houston, qui est votre deuxième siège social régulièrement. J'ai Spokane à Washington, j'ai le Connecticut, j'ai le Vermont, j'ai le Canada, j'ai New York. Ça commence à devenir un peu fou. Puis, j'ai pas le temps quand je reviens à la maison le jeudi ou le vendredi, parce que souvent on fait 2 à 3 jours de négociation de fil, mais ça me prend une journée voyage à aller, une journée retour, je reviens. J'ai pas bâti de réseau. Je suis seul, je suis célibataire. Je rencontre quelqu'un, je le revois 3 semaines plus tard, où c'était rendu où est-ce qu'on regardait, où est-ce qu'on allait se croiser dans une ville aux États-Unis. Là. Je veux dire, c'était un vrai film, cette histoire-là. Puis je le dis parce que on a tendance à glorifier le voyage. C'est le fun, tu vas voyager dans ta job. C'est pas toujours le cas. Ouais. Il faut s'assurer de maintenir une forme d'équilibre. Puis c'est là où est-ce que je leur aurais fait la proposition, ramenez-moi au Québec. Amenez-moi au Québec n'importe où. J'ai des amis, j'ai ma famille, j'ai un réseau qui va me supporter. Je ne veux pas devenir émotif là, parce que je me rappelle, je me revois là, où est-ce que ça a été difficile. Et eux de me dire, Guillaume, tu fais partie des 40 below 40, des 40 sous 40. Ça, c'était leur programme de haut potentiel chez SO, où est-ce que quand tu avais en bas de 40 ans, puis je ne veux pas faire d'âgisme ici, c'était probablement pas le bon design de programme, ça passerait pas en 2025, parce qu'on ne regarde pas l'âge pour identifier le potentiel. Ça, il n'y a personne qui va me faire croire ça. Et j'étais, oui, en bas de 40 ans, et je faisais partie des 40 personnes chez TransCanada parmi les 5000 qui avaient un certain potentiel d'atteindre certains niveaux. Donc, et là, ils ont dit, en fait, c'est l'inverse. Nous, on veut rapatrier pas mal nos gens, plus à Calgary ou à Houston. J'ai dit, je retourne pas à Calgary. J'étais là pendant 3 ans et demi, 4 ans, chez SO à ce moment-là. Donc, c'est là que j'ai compris que finalement, on n'allait pas s'entendre. Ou est-ce que eux, leurs intérêts pour ma carrière étaient différents de mon équilibre de vie à moi. Puis je me suis choisi. Puis c'est là où est-ce que j'ai accepté un rôle carrément à Québec, où est-ce qu'on m'a approché en disant, est-ce que tu connais ça, Sainte-Foy? Et là, j'ai dit Sainte-Foy pour comprendre que c'était Sainte-Foy qu'on me parlait. Puis, j'ai accepté un mandat chez Wajax, qui est un équipementier, un distributeur d'équipements de Hitachi, Kubota. Donc, encore dans les ventes, dans la distribution, où est-ce que mon rôle était basé à Québec, mais je devais m'assurer de couvrir le Canada en entier. Donc, encore beaucoup de voyagements. Mais au moins, j'avais un réseau qui me supportait. Je revenais à la fin de semaine, puis tu sais, je pouvais aller faire du ski avec des amis, aller au restaurant, faire des activités, aller jogger. Alors que lorsque j'étais à Toronto, je me sentais très, très seul parce que ma vie était uniquement par rapport au travail. Donc, je me suis choisi là et je suis resté au Québec, à Québec. Puis, j'ai plus jamais quitté, en fait, le Québec. Je me suis promené au Québec, mais j'ai plus jamais quitté le Québec parce que les racines, l'humour, nos rôles modèles, la famille, tout ça, ça me ramenait. Chez Wajax, tu fais ça pendant une couple d'années. 5 ans. Y a-tu des projets particuliers ou un leg, un élément clé que tu dis, ça, c'est quelque chose d'intéressant? Ben, j'ai eu 2 rôles chez Wajax et puis où est-ce que le premier rôle, j'étais directeur principal Ressources humaines Canada. Donc là, pour la première fois de ma carrière, je me rapportais à un président, à un CIO. Donc ça aussi, c'est un step où est-ce que c'est un autre genre de dialogue, c'est un autre genre de finalement d'échange qu'on a avec un CIO. Les intérêts, les passions, mais les préoccupations d'un CIO sont tout autres que d'un VPRH ou d'un SVPRH, par exemple. Donc ça m'a amené beaucoup plus dans l'aspect business aussi, travailler avec le VP marketing, le VP vente, le VP opération et bien comprendre ça à l'échelle du Canada parce que tout le monde a des intérêts puis un petit peu différents. Mon COO, mon VP opération, en fait, c'est les opérations, il faut que ça sorte. Le supply chain, en fait, toute la chaîne d'approvisionnement doit fonctionner, la production doit sortir. Par contre, la personne qui me ramène les revenus, c'est mon VP vente. Donc, comme segment, les ventes sont extrêmement proches pour moi et très, très importantes parce que c'est là que l'argent sort. C'est là que l'argent rentre, en fait. Mais après ça, mes opérations servent à sortir. Donc, comme ressources humaines, ce sont probablement les 2 groupes clients internes les plus importants pour moi. Je m'en cache pas. Je veux dire, mon ami aux finances ou mon ami à l'ingénierie ou au niveau des TI, c'est pas que c'est pas important, mais pour moi, je veux m'assurer en fait de la santé financière de l'organisation et que nos produits sortent pour justement m'assurer qu'on a aussi des moyens pour faire des choses pour nos employés, etc. Donc, première expérience là.
Et ensuite de ça, je suis promu dans un autre rôle où est-ce que la compagnie fusionne. Donc, moi, j'étais le directeur principal d'une unité d'environ 1200 employés qui était tout ce qui est moteur génératrice, MTU, des moteurs Volvo Penta aussi. Donc, tout ce qui est finalement génération de puissance, tout ce qui est moteur. Donc, j'étais directeur là, mais il y en avait deux autres comme moi. Là. J'avais deux petits amis, dans le fond, qui étaient directeurs principaux pour la division équipement et l'autre pour les pièces. Et là, la compagnie, en fait, décide de fusionner. Je fais partie de cette fusion-là où est-ce que ça devient un Wajax. Puis en ce moment, je vis quelque chose d'un petit peu similaire, en fait. Puis c'est probablement pour ça, en fait, que je pense que j'ai un bon profil pour l'organisation dans laquelle je suis en ce moment. Où est-ce que on est en train de devenir un grand groupe Innovare Solutions. Le grand groupe Innovare Solutions avec beaucoup, dans le fond, de sites et beaucoup d'organisations. Et on ne veut pas perdre, finalement, l'équité bâtie par ces différentes marques-là. Donc, tout ça pour revenir à Wajax, j'obtiens un rôle en gestion de talent. Donc, mes premiers pas dans le domaine du DO, du développement organisationnel, où est-ce qu'un des gros accomplissements, j'ai centralisé en fait le recrutement des 3 divisions en soi qui se rapportaient à moi en termes de gestion de talent, gestion de recrutement. Mais après ça, j'ai bâti une université, l'université Wajax, un peu à la John Deere University, parce que des produits John Deere, on en distribuait aussi. Donc, je suis allé rencontrer John Deere, je suis allé rencontrer nos banquiers à ce moment-là aussi, qui avaient une université à Markham, en Ontario aussi, une université physique. Une université BMO. Une université corporative, c'est un centre de formation, finalement. Qu'est-ce qui est différent de mettre un LMS ou de mettre souvent, c'est un peu ça. Où est-ce que moi, on n'avait pas, étant donné qu'il y avait quand même 125 différentes succursales de Wajax à travers le pays, on n'avait pas nécessairement les moyens tout le temps. On ne voulait pas sortir nos ventes ou nos opérateurs puis les amener à Toronto, en quelque part à Mississauga ou au Québec pour suivre une formation. Donc, c'est là où est-ce qu'on a implanté une forme de LMS où est-ce qu'on a designé des cours internes, littéralement, mais on a brandé ça un petit peu avec le sac à dos, la pomme qui se mange. Bon, là, on a jazzé ça, finalement, où est-ce que nos techniciens en service, eux avaient l'impression de graduer d'une université une fois qu'ils avaient fini un programme de formation. C'était de la formation métier. Les deux. Okay. On s'en est servi beaucoup en développement de leadership. On s'en est servi pour cascader la stratégie d'entreprise. Donc, notre stratégie à ce moment-là avait 4 cadrans. Un de ces cadrans-là était par rapport justement au service, un autre au niveau des ventes, au niveau, après ça, de la croissance organique, la croissance par acquisition, et un autre au niveau des compétences. Donc, c'est là que moi, je rentrais et on s'en est servi pour diffuser c'est quoi notre stratégie. Parce que souvent, en organisation, c'est le top de ta maison. Le top de l'organisation vont bien comprendre où est-ce qu'on s'en va. Mais plus tu avances dans l'organisation, moins les gens relate ou se sentent interpellés par où est-ce qu'on s'en va comme organisation. Donc, on doit trouver un moyen de cascader, de communiquer notre stratégie d'affaires, notre plan triennal d'une manière dynamique. Donc, c'est là qu'on a développé des cohortes et on appelle ça des learning journey, dans le fond, des parcours de formation, mais pas des formations d'une journée, là. On était beaucoup dans du micro bite size qu'on appelle donc des micro-formations de 5 minutes par jour, où est-ce que l'entièreté de nos employés se loguaient dans le système, voyaient une vidéo de notre CIO, pendant 5 minutes. Le lendemain, on les invitait. Tout à fait. Après ça, on avait des différentes vidéos de différents VP qui expliquaient un petit peu certains des 4 cadrans. Il y avait des exercices de réflexion. On leur demandait d'écrire sur certains sujets. Il y avait des quiz qu'on avait mis en place. Donc, on variait les modalités de formation. Et ça, c'est un secret dans le monde de l'andragogie, dans le monde de l'éducation aux adultes, quand que dans le monde de la formation aux adultes, on veut varier les modalités de formation. Donc, des fois, tu veux voir quelque chose, donc une vidéo. Des fois, tu veux lire un article du Harvard Business Review, du HBR, ou un article de McKinsey ou de Deloitte, par exemple. Des fois, tu veux faire un exercice, finalement, pour réfléchir. Donc, on s'est servi beaucoup de cette plateforme-là où est-ce que notre taux de compréhension de la stratégie, parce que on avait fait un sondage d'engagement pré et un sondage d'engagement post pour voir si nos employés comprenaient la stratégie, et définitivement, c'était que le haut de la pyramide qu'ils comprenaient. Mais après avoir lancé ça, cette université en ligne-là, c'était un online university, Wajax University. On a fait un cresson. C'est ça qu'on appelle? Pas un cresson. Ouais. Cresson, c'est l'herbe qu'on mange. Un crest, je pense. Un genre de bouclier, là, un peu à l'équipe de football.
football, les Alouettes, là, etc. On avait fait ça carrément. On avait brandé ça pour apporter un sentiment d'appartenance et de fierté de la part de nos employés qui graduaient de ce programme-là. Mais ça, c'est une utilisation qu'on a fait du LMS de l'Université en ligne, mais il y a beaucoup d'autres utilisations. La santé-sécurité, d'adopter une posture en santé-sécurité pour nos leaders. On l'a fait en développement de compétences au niveau de la méthodologie de vente, qu'on voulait qu'il soit centralisé et harmonisé à l'intérieur de l'ensemble des... Rappelons-nous qu'on avait 3 divisions, là. Moi, je devais amener une forme de structure. C'est comme ça qu'on vend nos Key Strategic Accounts, nos comptes particuliers vont être gérés comme ça. Voici l'acronyme qu'on va utiliser, PRO. Bon, je me rappelle encore finalement de toute la méthodologie qu'on mettait en place. On le passait là-dedans. Même chose pour les techniciens de service. Fait qu'au lieu, pour la partie stratégie et tout ça, ça devenait un moyen de communication, mais que c'était un moyen de communication qui était un peu plus contrôlé parce que tu savais qui avait regardé quelle vidéo, s'il y avait des questions, etc. Plutôt que de dire on fait un town hall ou tout ça, que 2 fois par année ou 3 fois par année, tout le monde est dans une salle, c'est pas le monde qui comprenne, qui apprenne de toute la même façon. Puis là, tu pitches pendant... 3 heures ou 1 heure des messages, ben là, qui un veut pas dire, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire les deux aussi, là. Ouais. Les temps forts, les assemblées avec les employés, extrêmement important pour ouvrir le canal de communication pour que les employés nous disent ce qu'ils ont dans leur tête, ce qu'ils ont dans leur cœur, c'est quoi leurs préoccupations. Je suis justement là-dedans en ce moment avec notre CEO. Tu parlais de ça, tu prépares, tu poses des questions aux employés avant Oui, toujours s'assurer parce que des fois, il y a un temps limité, hein. C'est de jouer un peu l'équilibriste, puis ça va probablement être un sujet, dans le fond, sur lequel peut-être qu'on va reparler aujourd'hui. S'assurer, en fait, qu'on passe du contenu, donc top-down, mais qu'on s'assure d'avoir du bottom-up qu'on appelle. Donc, que nos employés, on leur passe le micro. C'est quoi vos préoccupations? En temps de changement, puis en ce moment, on l'est dans l'organisation où est-ce que je suis. Il y a des changements, il y a des bouleversements, on change un peu les univers des gens. On est en train de regarder sur comment on peut être plus efficace, comment on peut leverager, comment on peut capitaliser sur les expertises de tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde chez nous. Mais c'est de voir justement, lorsqu'on fusionne des fois ou lorsqu'on crée des alliances, on veut voir justement, on veut peut-être pas être 3 qui vont vers le même client pour vendre la même chose ou des produits différents. Mais on est tout en train de faire ça, donc ça apporte quand même des changements, des bouleversements où est-ce que je suis en ce moment chez Innovaire Solutions. Puis, c'est important de passer le micro aux employés. Puis, vu qu'on a une partie qu'on veut passer comme message, il faut s'assurer d'équilibrer ce genre de rencontre-là en donnant le micro aux employés. Mais souvent, on a un temps limité dans des temps forts, dans des assemblées aux employés. Donc, pour aider à designer le contenu qu'on va partager, souvent en communication interne, puis je travaille beaucoup avec l'équipe de com interne chez Innovaire Solutions, l'équipe de com overall en entier, c'est de s'assurer qu'on leur pose la question. Puis vois-tu, je veux dire, on a peut-être reçu là à l'heure actuelle, puis bon, je sais pas quand la diffusion du podcast va avoir lieu, mais on a reçu plus de 250 questions là. Tu prends toutes les questions qui sont adressées. Tout à fait. Tu regardes, y a-tu des questions qu'on va répondre dans notre contenu qu'on va faire, qu'on va prendre, mais est-ce que tu gardes quand même un moment pour qu'eux posent des questions ou tu lis ces questions-là? Les deux. Okay. Les deux, tout à fait. Donc là, moi, j'ai reçu environ, je pense, 35 questions en ce moment. Je vois les préoccupations. Puis quand je dis moi, c'est qu'on a divisé le sondage, en fait, en sections parce qu'on sait qu'on veut parler de l'alliance entre nos différentes sociétés, donc la restructure en soi. On sait qu'on veut parler de la bonne santé financière extraordinaire de l'organisation. On veut parler des ventes, de la croissance. On veut parler de l'aspect humain. On veut parler de certains sujets clés. Donc, on leur demande, dans ce bloc-là, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc, c'est vraiment de passer le micro. Et moi, ça va m'aider à carrément développer le contenu. Parce que j'ai 1 ou 2 diapos. Là. J'ai un temps limité dans cette assemblée-là comme chef de la direction ressources humaines. Donc, je vois où sont les préoccupations. Je veux répondre aux besoins parce qu'on ne le fait pas juste pour nous. On le fait aussi pour les employés avant tout. Mais ça, c'est dans mon monde à moi. Je suis biaisé, évidemment. Là. Je suis la personne des RH. Mais je veux m'assurer, en fait, que ça réponde à ça. Oui. Non, j'aime ça comme approche, puis ça se fait même dans des plus petites organisations, ça peut s'appliquer. Tu veux faire ce genre de message-là, de prendre le feedback avant, puis de tout à fait. prendre les questions. Puis il y a différentes manières, là, je veux dire, on va quand même garder, je veux dire, un certain moment, un certain temps aussi dans l'Assemblée, mais souvent, lorsque le CEO, lorsque le chef de la direction générale est présent, c'est des fois un peu gênant de poser une question parmi des centaines ou des milliers. Je vais aller au micro. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de le faire. Ça devient du jus aussi pour tes autres. Tu sais, sur les 35 questions, tu réponds
répondras pas aux 35 questions, mais Non. tu sais que c'est telle chose, fait que peut-être que tu sois dans une future université ou un LMS, faire une capsule là-dessus, adresser le point, faire des points de conversation. Tout à fait. Fait que c'est sûr que ça a été un gros accomplissement, en fait, je pense, en termes L&D, qu'on appelle le Learning et Développement, là. Donc la formation et le développement des compétences chez Wajax. Puis, ça a fait en sorte que l'ensemble de ma carrière, moi, j'ai à peu près la moitié de ma carrière comme généraliste RH, donc conseiller RH, partenaire d'affaires RH, directeur RH, vice-président RH. Mais l'autre moitié, je l'ai beaucoup passé en spécialité. Donc, un petit peu de relations de travail, mais beaucoup dans le domaine de la gestion du talent, dans le développement organisationnel. Puis, le développement organisationnel et les communications internes, c'est très, très, très proche, ça, comme relation. Donc, c'est sûr que j'ai ces yeux-là quand je pense en fait à nos employés parce que pour nous, ben, tout va bien finalement dans la haute direction ou dans la direction parce qu'on a des touch points, on a des contacts assez réguliers. Mais des fois, il y a peut-être des employés qui se posent des questions par rapport à leur emploi, par rapport à leurs conditions de travail, par rapport à qu'est-ce qui va changer. Est-ce qu'on va perdre finalement la belle culture organisationnelle qu'on a en fusionnant ou en s'alliant avec un autre groupe? Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je suis un poisson dans l'eau, c'est ça. Où est-ce que je suis? Parce que c'est beaucoup ça, en fait. Moi, on m'a embauché pour faire beaucoup de fusion-acquisition, mais aussi de transformation culturelle, transformation organisationnelle, beaucoup de développement, de design organisationnel aussi, puis de s'assurer qu'on vient capitaliser. En anglais, c'est le mot « leverager ». Là. En français, je pense que c'est « capitaliser », s'assurer qu'on vient chercher les forces de tous et toutes parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'écosystème de l'organisation, étant donné qu'on est en croissance. Puis on a probablement une acquisition par année depuis les 5 dernières années. Là. Tellement que ça en est un petit peu des fois. Là, c'est très stimulant intellectuellement, mais c'est challengeant par moment. Tout à fait. J'aimerais ça faire un double-clic sur le côté acquisition. Puis parce que il y a plein de gens RH qui soit sont dans des organisations où ils se font acheter ou qui sont dans des organisations où ils sont les acheteurs en tant que tel. J'aimerais ça que tu me dises comment, mettons, premier scénario, je suis dans une compagnie que je suis acheté, puis il y a un groupe qui s'en vient. Comment je me prépare à ça? Quelle position je dois avoir? Comment je fais versus à cet acheteur-là qui vient me faire? Et à l'inverse, comment toi, tu te prépares à aller? Puis c'est quoi les éléments clés quand tu es dans cette situation? Dans ton exemple, Michel, tu parles d'achat, donc d'acquisition, mais des fois, ça peut être même plus nuancé que ça. Ça peut être une fusion aussi, un merger, une alliance qui est créée. Ou est-ce que il n'y aura pas de dilution des marques ou il n'y aura pas de dilution des conditions de travail? Au contraire. Fait faut juste bien comprendre. Puis une des premières jobs du CHRO ou du Chief Talent Officer ou du VPRH, là, ça va être de s'assurer de bien comprendre un petit peu les termes de la transaction, surtout le volet humain. Là. Peut-être pas toutes les finances et tout ça, c'est pas ça qui est au cœur, mais en fait, est-ce que c'est une acquisition? Est-ce que c'est une alliance? Est-ce que c'est c'est un achat différé? Il y a différents statuts comme ça. Puis ça, c'est pour ça qu'il faut être assez proche, en fait, du CFO, du CIO. Je parle souvent de ces deux rôles-là. Là. Donc, c'est le CFO, c'est le Chief Financial Officer, chef de la direction finance, et le CIO, le chef de la direction générale, pour bien comprendre, parce que la posture qu'on va avoir va être différente en tant qu'équipe ressources humaines. Donc, pour répondre à ta question, si c'est un achat, c'est sûr qu'il va y avoir une forme d'attente où est-ce que les employés qui se font peut-être acquérir, ou leur société se fait acquérir, il faut démontrer de l'ouverture. Définitivement, il faut donner la chance aussi de la société qui vient finalement acquérir, de prouver finalement la valeur ajoutée, la complémentarité de services, d'offres de produits. Il y a une raison pour laquelle il y a un achat. C'est pas pour nécessairement éliminer la compétition, c'est peut-être pour une complémentarité de services pour un client futur. C'est sûr que dans ma tête, je suis l'employé, on est acheté, ils veulent faire des coupures, ils veulent rationaliser, ils vont changer nos affaires. Aucunement. Pas nécessairement du tout, parce que... ça arrive des fois. Oui, non, ça peut arriver tout à fait. Mais déjà dans ta posture... Oui, ça peut arriver.
arriver. Ça peut une arriver. posture d'ouverture, de Oui. recevoir ça plutôt que sur de la défensive. Puis notre job, je pense, au CHRO, c'est d'avoir ces échanges intimes-là avec le CIO et le CFO, à savoir, est-ce que cette transaction-là a eu lieu pour créer des efficiences ou des efficiencies en anglais, donc des pertes d'emploi ou non? Puis quand on est dans une organisation où est-ce que ce n'est aucunement le but, parce qu'on est tellement en croissance, qu'on manque de gens, on est en recrutement à côté, tout ça, ben ça c'est une posture tellement plus agréable aussi, en fait, comme praticien aussi RH, où est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, faites-nous confiance. Évidemment que c'est pas facile de dire ça à une société qui se fait acquérir, mais il faut quand même donner la chance à la société qui va venir acquérir. Parce que souvent, les employés qui font partie de la société qui se fait acheter, ben, sont aussi un peu, je vais te dire comment ça se passe là en réalité, parce que ça fait quand même quelques organisations avec qui je travaille où c'était des achats. Où est-ce que je suis là? On parle plus d'une alliance. Donc, ce n'est pas un achat de Innovair et de Ouellette envers Stelpro, par exemple, un fleuron québécois extraordinaire de la même taille, si on veut. Là. On ne parle pas de la même chose. Mais si je parle un peu plus génériquement ou globalement, c'est sûr que les employés qui sentent, parce que je l'ai vécu chez Englobe, une firme de génie conseil, je l'ai vécu où est-ce que Englobe a été vendu, une vente par Colliers. Colliers qui se trouve être dans le domaine immobilier. Là, tu te dis, what? Une firme immobilier qui achète, dans le fond, une firme de génie conseil, il y a tout un plan, il y a toute une stratégie de ce côté-là. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'employé qui se fait acheter par une autre société, il faut être patient. Il faut démontrer de l'ouverture définitivement en tant qu'employé. Mais aussi, je vais te dire ce qui arrive, on sent aussi en tant qu'employé de la société qui se fait acheter que peut-être que nos conditions de travail ne régresseront pas, vont plutôt s'améliorer, étant donné la force du groupe, la force du nombre. Donc, une firme de génie conseil de 2800, 3000 employés comme Englobe, envers, par exemple, Colliers, et je pense que c'est dans les médias, donc je pense qu'on peut en parler, là. C'est quand même une firme de 18 à 19 000 employés Colliers, international, global. Donc, il faut penser qu'éventuellement, opportunités vont être créées, peut-être de la mobilité aussi interne pour voyager, pour se promener, pour aller vivre d'autres expériences culturelles, organisationnelles. Donc, faut le voir comme ça, plutôt que j'ai peur, je suis insécure, je vais perdre mon emploi. Il faut plutôt voir comment je sors mon épingle du jeu, comment je me distingue en tant qu'employé dans l'ensemble de cet écosystème-là. Est-ce que j'ai des compétences, des connaissances? On parle souvent du KSA, Knowledge, Skills, Ability. Donc ça, c'est connaissances, habileté et compétences. Donc s'assurer... Est-ce que j'ai des connaissances qui sont uniques et clés dans ce grand groupe-là? Est-ce que j'ai des habiletés que finalement d'autres n'ont pas et comment je peux les mettre en valeur, les faire valoriser? Donc moi, c'est beaucoup la posture que j'ai toujours utilisée moi-même, personnellement. Là, je veux dire, comme je suis un humain avant d'être un gars d'RH, là, c'est souvent ça. Et à l'inverse, lorsque l'entreprise, en fait, acquiert, parce que l'on parle d'acquisition, on parle d'achat, c'est là où est-ce qu'on doit valoriser l'entièreté de ce qui a été fait par la société qu'on acquiert. Et non pas, puis ça, ben, c'est un réflexe, je l'ai fait comme débutant aussi en RH, là, il y a des années, là, où est-ce que, ben voyons, comment ça qu'il n'y a pas un processus mappé, tu sais, puis j'arrivais des sauts, là. Je veux dire, comment ça qu'on n'a pas ça? Comment ça, j'ai pas un diagramme de flux? Comment ça, j'ai pas un diagramme de flux pour me rendre à la toilette, tabarnouche? Il faut valoriser tout ce qui a été fait, être extrêmement respectueux, puis je dirais que le mot-clé, c'est la curiosité. Se démontrer curieux, qui est une compétence d'intelligence émotionnelle que des fois, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, de poser des questions et de se démontrer curieux. Se démontrer curieux, c'est démontrer de l'intérêt envers ce qui a été fait par la société qu'on acquiert. C'est la même chose où est-ce qu'en ce moment, on est en alliance, puis je le vis parce que j'ai fusionné l'entièreté de mes équipes RH, moi, il y a quelques mois. Donc, je vis une forme de... J'ai bouleversé certains univers dans mon équipe en ce moment. Puis jusqu'à maintenant, bon, je touche... C'est-tu en vrai bois, ça? Oui. OK. C'est bon. Je touche du bois parce que les réactions sont extrêmement positives ou assez soft jusqu'à présent et je souhaite que ça le demeure. Mais encore une fois, je m'assure, moi, dans ma pratique, de poser des questions parce qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir une équipe de leadership RH ou une équipe de leadership dans d'autres qui est combinée avec des gens de la société acquise et de peut-être, dans ce cas-ci, c'est la société d'alliance, là, littéralement,
Puis j'ai Marie-France, c'est ma directrice principale ressources humaines de ce côté-là. Je pourrais pas m'en passer, là, étant donné toute sa mémoire aussi, tout ce qu'elle a vécu, les apprentissages qu'elle a essayé, ce qui a marché, ce qui a pas marché. Donc, définitivement. Mais tout comme aussi, j'ai eu des opportunités d'amener des nouvelles personnes aussi, pour amener aussi une forme de neutralité, un regard un petit peu comme plus, un peu moins investi, un regard un peu plus neutre, comme ils ont fait avec moi il y a près de 8 mois. On est là pour additionner plutôt que soustraire. Puis voilà. de faire Voilà. ça, Je suis dans un super contexte en ce moment de ce côté-là, mais c'est pas toujours le cas et je peux comprendre que dans la communauté RH, j'ai des gens finalement que c'est pas ça. C'est plutôt de la rationalisation d'effectifs qu'on appelle. Où est-ce que finalement, c'est ça. On va rapatrier, la comptabilité va s'en aller en Inde. C'est ça. Mais on n'est pas là. Puis où est-ce que je suis avec le groupe Innovaire Solutions? Moi, c'est 2 fleurons québécois. Tu sais, le fameux panier bleu, là. Ben, tout ce qui est, dans le fond, un système de contrôle, ventilation, chauffage, vos thermopompes. Tout ça dans tous les buildings, dans les maisons, dans les bureaux. Je regardais ici, là, puis je vois des produits, en fait, qu'on fabrique. Fait que vous imaginez le sentiment de fierté, là. Je veux dire, je regardais ça, je préparais peut-être notre rencontre hier soir, puis je regardais même mes propres appareils, en fait, de qualité d'air, puis s'assurer que je suis en sécurité dans l'air que je respire, que j'ai assez chaud, que j'ai assez froid, tout ça. C'est tout ce qu'on fait. Et ces 2 fleurons québécois, donc la fibre patriotique qu'on a tous quand même un peu, les Québécois, particulièrement ces temps-ci avec les énoncés de Trump et de l'administration américaine, ben ça vient faire en sorte que je suis dans un super beau scénario, très, très positif, très, très optimiste de ce côté-là. Puis c'est le message que je veux qu'on martèle et qu'on renforce comme équipe exécutive, que ce soit moi, la personne des ventes, la personne de l'ingénierie, des finances, des opérations, qu'on est vraiment dans un super scénario parce qu'on a le vent dans les voiles, on est en pleine croissance, on est très agressif en termes d'acquisition. Comme je disais, là, des fois, ça en est un peu étourdissant, tout ça, parce que là, on parle beaucoup d'acquisition, de fusion-acquisition, mais il ne faut pas penser aussi qu'il y a l'intégration aussi qu'on doit faire. Ouais. Et ça, c'est tout le volet. Ils ne vont pas tous aux toilettes de la même façon partout. Ils n'ont pas tous des flowcharts. mais là, je parle, dans le fond, d'un point de vue RH, et pas tant de talent, mais d'un point de vue RH, manuel d'employé, procédure, harmonisation des conditions de travail, tout ça. On a 17 sites, tout ça. Puis, des fois, volontairement, une société va vouloir laisser tranquille une société qui ont acquis ou avec qui ils ont fusionné ou créé des alliances. On ne vous dérangera pas trop, vous êtes profitable, vous avez un beau sentiment d'engagement, d'appartenance à l'interne, on ne vous touchera pas trop. Des fois, les pratiques peuvent se cristalliser, par exemple, lorsqu'on attend trop avant d'implanter, par exemple, un ERP, justement, ou un logiciel de gestion, ou des pratiques RH, par exemple, ou s'assurer de tout ça. Donc, on est toutes là-dedans en ce moment. Fait qu'on en a, on a du travail plus qu'on peut en gérer, en fait, là, dans l'équipe. Donc, il n'y a pas de rationalisation, dans le fond, à l'horizon, définitivement pas, en tout cas, pas au sein de la société pour laquelle je travaille. Là. Ouais. Vraiment intéressant. Et Guillaume, on l'a dit, on se connaît, on a souvent partagé du rôle de partenaire d'affaires en ressources humaines, conseiller en ressources humaines, etc. Puis tu sais que tu m'avais partagé, PA a bâti des coffres d'outils, je veux vraiment, je veux en réentendre parler. Tu veux entendre parler de ça? C'est le fun que tu me poses cette question-là parce que je viens de faire en fait l'acquisition d'un super talent, Annie, dans mon équipe, qui comprend très, très bien le modèle et la vision que j'ai en tête. Où est-ce que c'est 2 métiers différents pour nous? Puis encore une fois, c'est des titres qui peuvent être galvaudés. Tout comme moi, je suis CRHO, mais je pourrais être en fait CTO, donc un Chief Talent Officer aussi. Donc des gens plus stratégiques sur le talent versus des gens plus peut-être administratifs au niveau des ressources humaines. Au niveau du conseiller versus partenaire d'affaires ressources humaines, il y a des conseillers qui jouent le rôle de partenaire d'affaires, mais qui ont le rôle de conseiller et vice-versa, je dirais. Donc, il ne faut pas s'attacher au titre, mais plutôt au rôle et aussi à la volonté de l'organisation sur ce qu'on veut, en fait, des ressources humaines. Le modèle que je tente d'implanter en ce moment, c'est un modèle que j'ai vu fonctionner très bien et que... dans mon coffre à outils, j'en ai vu des modèles RH très différents. J'ai peut-être vu 4-5 différents modèles RH avec du matriciel, sans matriciel, par ligne d'affaires, par ligne de produits, par région géographique, par client interne. J'en ai vu de toutes les sortes, là. Parce que j'ai quand même travaillé dans plusieurs industries et j'ai quand même fait des mandats dans des secteurs très différents.
Puis, chez Innovaire Solutions, on est en train d'implanter ce modèle-là et on vient de passer à travers 2 semaines un peu de road trip où est-ce qu'on a expliqué à l'ensemble de l'équipe RH les attentes un petit peu de qu'est-ce qu'un conseiller ressources humaines de proximité versus un partenaire d'affaires ressources humaines. Et un et l'autre sont 2 métiers différents. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Puis d'un point de vue même échelle salariale ou des trucs comme ça, j'ai le goût de te dire, ça peut être autant valorisé un que l'autre. Autant que les opérations doivent être autant valorisées que la stratégie. Parce que c'est quoi le dénominateur commun entre les deux? C'est l'exécution. En fait, s'assurer, autant au niveau des opérations, au niveau de la stratégie, il faut l'exécuter, il faut walk the talk. Donc, nous, on a des conseillers ressources humaines à l'interne chez Innovaire Solutions qui sont beaucoup au site. Donc, ils vont être vraiment collés sur les employés, qui vont être le point de référence, la personne qu'on va voir lorsqu'on a une question ressources humaines, lorsque le gestionnaire a des fois peut-être un enjeu, mais majoritairement au niveau du service employé directement. Les relations de travail, la santé-sécurité. Donc, beaucoup d'enjeux très opérationnels où est-ce qu'on a besoin d'un point de contact sur site. Est-ce que ces conseillers-là relèvent, des fois, ils relèvent du directeur d'usine ou relèvent des RH? Bon, je suis content que tu poses cette question-là parce que dans la restructure et la fusion que j'ai fait de l'équipe ressources humaines de mon côté en décembre dernier, donc il y a 5 mois, là, finalement, je suis allé chercher certains conseillers ressources humaines qui se rapportaient aux directions générales, où est-ce que je me suis assis avec les directions générales et j'ai dit j'ai besoin de centraliser cette connaissance-là parce qu'en termes de développement de carrière, sauf, parce que je pense à 2 personnes en particulier que j'adore, quand je pense à eux, ben leur développement de carrière, c'est en ressources humaines et non pas au niveau des opérations. Si leur développement de carrière aurait vraiment été je veux devenir un DG de site, je veux devenir un directeur de site, ben là, j'aurais peut-être été un peu plus nuancé sur le modèle. Mais vu que ce sont des gens purs et durs RH qui veulent se développer en RH, je me dis, les meilleurs mentors, c'est des mentors RH. Donc, c'est pour ça que je suis allé rechercher ça. Mais ce modèle-là existe et il peut être extrêmement efficace aussi. C'est juste une question, finalement, de tendance ou, tu sais, ça se peut que dans 5 ans, finalement, on rechange ça un peu, là, tout dépendant de comment ça va, mais c'est pas l'intention à la base. Là, Donc, ça, c'est conseiller RH. Fait que conseiller RH, service aux employés, première ligne. Oui. Le gestionnaire, il parle aussi. Il peut lui parler, sauf qu'on va quand même privilégier des fois le partenaire d'affaires RH qui, lui ou elle, chez nous, va supporter des lignes de vice-présidence. Donc, littéralement, mon COO ou mes VP opérations, mes VP marketing vont se faire. Et dans le cas dans lequel je suis, ce qui était important pour moi, c'était que j'ai quand même disons 2 VP ingénierie. J'en ai un dans un groupe de compagnie et j'en ai un du groupe Innovaire et du groupe Stelpro. Je veux que ce soit la même partenaire d'affaires ressources humaines qui supporte les 2 vice-présidences ensemble pour voir la mobilité interne. Si on ouvre un poste, attends un peu, est-ce qu'on a quelqu'un dans un autre site qui triperait peut-être faire ce rôle-là et pourrait se développer? Après ça, des enjeux organisationnels. Est-ce qu'on crée des centres d'expertise peut-être dans cette équipe-là? Ah oui, moi j'ai quelqu'un ici, là, vous avez peut-être oublié. Ah, parfait, le partenaire d'affaires est aux premières loges comme étant finalement le point commun entre ces 2 directions-là, ces 2 vice-présidences-là au niveau ingénierie. Donc, le partenaire d'affaires, nous, nos attentes, va assister au comité de gestion, par exemple de la vice-présidence ingénierie, va s'assurer d'être, ou si c'est les ventes, va être dans les comités de direction exécutive de vente, va travailler avec l'entièreté de la direction et de la vice-présidence vente, va aller aux sales conference, aux conférences de vente, va s'assurer, dans le fond, d'avoir un agenda people, donc de parler de gens carrément dans les exécutifs, mais dans les meetings de conférence aussi de vente, s'assurer que qu'il y a une approche, je dirais, plutôt proactive que réactive. Où est-ce qu'un conseiller va répondre aux questions, répondre aux demandes, cocher « oui, je t'ai parlé, oui, j'ai réglé tel cas d'invalidité, oui, tel cas de relation de travail, je l'ai fait, oui, tel cas peut-être d'égo d'un employé, par exemple, ou où est-ce qu'on doit s'assurer qu'il y a un développement professionnel. C'est pas la bonne expression, l'ego, mais qu'il y a des ambitions, en fait, professionnelles. Alors que le PARH va plutôt être en amont et plutôt proactif, où est-ce qu'en étant assis avec les VP vente, par exemple, et la direction vente va voir, attends un peu là, je me rends compte que finalement, il y a 6 différents programmes de commission dans cette organisation-là. Oh, je vais aller tirer sur une spécialiste en rémunération dans l'équipe qui va venir, dans le fond, m'aider à structurer ça. Ah, attends un peu, toi, je vois un enjeu finalement de ce côté-là. Est-ce qu'on aurait besoin peut-être de formation sur peut-être l'intelligence émotionnelle ou sur la communication, la persuasion, la négociation dans le domaine des ventes, par exemple. Ça va être le PARH qui va avoir ces réflexes-là. Donc, on n'est pas en mode réception d'une commande, je reçois le ballon, je cours avec. On est plus, je tire le ballon, finalement. Ou est-ce que proactivement, je suggère des choses pour les PARH?
Fait que je bâtis des outils. Des fois, tu me disais, tu lis un article, c'est au PRH d'envoyer un article du HBR ou whatever à son gestionnaire. Hey, on va parler de ça, projet comité, faire du co-développement. Ça se fait d'une manière décentralisée au niveau des PARH, mais ça peut se faire aussi dans un département de développement organisationnel, par exemple, dans le fond, qui prend ça en charge avec les communications internes, tout ça, qui font une curation de contenu qu'on appelle, puis regardez le HBR, le McKinsey, le Deloitte, dans le fond, les grands, le Gardner, les grandes sources d'informations sur, mettons, je sais pas, la délégation, la responsabilisation, la bienveillance, super important, tu sais, bon, sur différents sujets là, de ce côté-là. Là. Elle identifie en étant au comité de gestion, à être proche, etc., elle dit on a peut-être un enjeu de bienveillance ou de tout ça. Elle va aller faire une recherche, va monter, sortir c'est quoi les points, va préparer un coffre d'outils, peut-être des ateliers. En travaillant avec des experts peut-être dans l'équipe qui peuvent l'aider aussi. Là, donc, en allant tirer des gens, parce que les PARH demeurent quand même chez nous. Puis ça, c'est ma définition. Puis il y a autant de définitions qu'il y a de CHRO que de VPRH ou de DRH. Là. Va aller tirer sur l'expertise lorsqu'elle a la chance d'avoir cette expertise-là dans l'équipe. J'ai perdu mon idée, mais les PARH, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup aussi dans leur one-on-one récurrent. Donc, peut-être une fois ou 2 semaines, vont rencontrer chacun des vice-présidents duquel ils s'occupent, mais aussi leur direction, tout ça. Va créer un petit peu, va s'assurer du développement du leadership. Donc, on est plus à l'air de proposer des solutions versus répondre peut-être à une commande ou à une demande, qui est tout aussi important. Puis c'est là où est-ce qu'on joue l'équilibriste encore. On s'assure que nos conseillers à l'interne soient aussi valorisés parce qu'ils sont clés. Je veux dire, les relations de travail directement, les enjeux de grief et tout ça, il faut que quelqu'un les gère, là, je veux dire. Fait qu'il faut pas venir qu'à niveler le PARH plus élevé que le conseiller RH, selon moi. C'est 2 métiers à part, c'est un skill set complètement différent, selon moi, puis ça prend des gens qui ont le goût de faire les deux, là. Oui. On ne passe pas d'un pour switcher à l'autre, là. Dans le sens que c'est pas comme si on commençait de technicien, dénicheur de talent, je suis un sourceur, tout ça, puis après ça, dans le but de un jour devenir un recruteur avec un client direct, par exemple. T'sais. Je le vois, puis encore là, même ça peut être un métier aussi en soi, de dénicher le talent et de carrément développer des organigrammes de la compétition, puis d'aller justement poker, puis chercher les gens. Fait que je le vois beaucoup comme ça, 2 métiers séparés. Puis tout dépendant de ton intérêt plus stratégique, tout ça. Tu disais développer ses capacités analytiques, tout ça. Donc, ça peut t'amener... Oui, puis il y en a de tout acabit aussi, là. Les PARH n'ont pas nécessairement des gens très, très seniors nécessairement, puis les juniors, c'est des conseillers. C'est pas du tout ça, là. On peut avoir des PARH aussi plus juniors qui vont développer le lien avec les vice-présidences, avec les directions, puis s'assurer d'identifier peut-être. Mais eux, soit qu'ils développent des coffres à outils, comme tu le dis, ou soit qu'ils font affaire justement avec des centres d'expertise. Puis je veux pas compliquer le truc. Là. Je veux dire, on est une organisation de 1200 employés, mais évidemment en croissance. Fait que c'est sûr que je suis en train de structurer pour le futur aussi, là, d'une manière. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur ta plate dans les prochains 6 mois, 1 an? C'est quoi qui... Il y a beaucoup de design organisationnel parce que lorsqu'on crée des alliances, c'est sûr qu'on veut s'assurer... J'ai un CO à Lévis que j'adore. Là. C'est mon grand sanguin, je l'appelle comme ça. Mais lui, il me parle toujours de faut faire des petites boîtes, il faut faire des lignes. Oui, il faut faire ça. Mais il faut aussi penser, dans le fond, à la gouvernance. Il faut penser justement à comment ces gens-là, comment leur performance, comment on va monitorer ça, comment on va les engager, les mobiliser. Donc, beaucoup de design organisationnel à faire. Avec du design organisationnel ou de la transformation organisationnelle vient de la gestion de changement. Donc, beaucoup de gestion de changement. S'assurer que... tu sais, quand on parle d'implantation de systèmes communs, quand on parle de changer des structures, ça affecte l'humain. Ça affecte, on vient bouleverser leur univers. Donc, c'est d'avoir ces yeux-là de gestion de changement et pas juste une gestion de réaction, mais s'assurer, en fait, qu'on célèbre le changement, qu'on le voit venir, qu'on l'analyse, qu'on l'évalue, puis qu'on ait un petit peu cette vue-là 3D, 360 sur... Attends un peu, toi, là tu sais, si quelqu'un part à la retraite, par exemple, puis on nomme, mettons, une personne dans un certain rôle qui va ramasser l'entièreté des groupes de toutes nos sociétés, là, je veux dire, les gens sont attachés à cette personne-là aussi, puis
puis comment qu'on va organiser l'équipe en conséquence. Donc, beaucoup de ça, je dirais. Donc, beaucoup de développement, de design organisationnel, de transformation organisationnelle, de gestion de changement. Puis, ben là-dedans, il ne faut pas oublier d'investir dans notre talent, autant employés que nos gestionnaires, pour gérer ces changements-là, comment ils peuvent naviguer dans cette turbulence-là et être rassurants auprès de leurs employés. Ouais. Et que tu t'ennuieras pas. Non, moi je suis... ça prend beaucoup d'énergie des fois pour être dans un rôle comme celui-là, j'en ai. Je dois apprendre à mieux le gérer, là, parce qu'à 3 heures l'après-midi, moi je suis knock-out. Là, mais à 6 heures le matin, par exemple, je peux te faire un tourneur ou une assemblée d'employés. Là. Ça, il n'y a pas de problème, mais c'est un mandat dans lequel je suis qui est extrêmement stimulant, qui est rare aussi dans une carrière. Hein. Autant qu'une négociation de convention collective va arriver aux 3, 4, 5 ans, ben, des fois, si ça donne d'être dans un mandat, puis finalement, la négociation vient d'avoir lieu, tu ne le vis pas. Mais là, je vis l'implantation d'un ERP où est-ce qu'on s'adapte au système et non pas le système qui s'adapte à nous. Donc, en termes de gestion de changement, c'est immense. Mm-hmm. On est dans des alliances, on est dans la valorisation de tout ce que les autres entreprises, les sociétés qu'on a, dans le fond, amènent. Donc, définitivement, beaucoup d'enjeux pour me garder très, très stimulé. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté certaines de mes organisations. Le manque de stimulation intellectuelle ou le manque de valorisation, de reconnaissance de la fonction RH, pour moi, c'est important. C'est une carrière. J'en ai fait mon métier là, pendant 22 ans. Fait que c'est pas là que je vais m'ennuyer, définitivement pas. On est presque rendu à la fin. Je prends 10 secondes de votre temps pour remercier encore une fois notre partenaire ANSIA pour la réalisation de ce podcast Leader RH puis de mettre en lumière des leaders d'ici. Merci de ce partage-là. Je vais nous faire atterrir en douceur avec mon petit jeu de cartes d'accueil et intégration. Fait que je vais essayer de voir si c'est une question. As-tu pigé une carte? C'est dirigé. C'est quoi la catégorie, là? C'est vie personnelle. Là. Ah, c'est vie personnelle. Bon, célibataire, tout le monde. Non, c'est ça. OK. Ouvert à... OK. Vie personnelle. Quel est ton plaisir coupable? Mon plaisir coupable, je suis un gourmand et ça peut m'amener dans le trouble, ça, là. Je reviens de vacances, justement, où est-ce que j'ai mangé de quoi, finalement, de des pêcheurs qui offraient des langoustines à côté du bateau, tout ça. Puis moi, le premier, je pense pas qu'il y a de la mayonnaise qui a peut-être chauffé là depuis 3 heures. Je suis un gourmand. Donc, plaisir coupable au niveau personnel, ça va être beaucoup ça. Puis je me suis ramassé sur le carreau pendant 24 heures, justement, après avoir mangé ça. Mais oui, ça peut m'apporter des fois des... Fait qu'on peut t'avoir par le ventre. Vous pouvez m'avoir par le ventre. L'équipe le sait. Ah oui? L'équipe le sait. Fait que des fois, il y a des petits chocolats, des petits jujubes. Puis c'est qui donc? C'est Joanie, quelqu'un avec qui j'ai travaillé chez Medicago pendant un certain temps, qui me disait « Est-ce que tu aurais une relation malsaine avec la bouffe, Guillaume? » Je sais pas si c'est malsain, mais c'est réconfortant, disons. Ouais. Fait que, disons que je dois apprendre à mieux me gérer au niveau bouffe et tout ça, là, mais j'aime faire à manger beaucoup. Ouais. Donc ça, je contrôle ça. C'est lorsqu'on m'en offre que là, je perds un peu le contrôle. Là. C'est ça. Mais je contrôle ce qui rentre dans mon garde-manger, mon frigo. Je contrôle un peu moins quand je suis au restaurant, voyage par affaires ou en vacances. Ouais. Good. Ouais. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé. Puis je suis content. Tu sais, ça fait 8 mois que tu es dans ce rôle-là. Puis je te sens allumé. Je te connais personnellement. Oui. Je te sens... oui, parce que tu m'as connu dans des phases où est-ce que je gérais de la décroissance aussi. Où est-ce que c'est des phases toujours un peu plus challengeante pour la tête des ressources humaines, pour le premier responsable ressources humaines. C'est pas que je peux pas le faire, mais c'est quand même pas... on vise à un moment donné à rentrer dans de la croissance ou de la stabilité. Puis là, je gère de la croissance. Donc, c'est excellent. Oui. Ben, merveilleux. Je te souhaite le meilleur des succès, puis on se recroise au chalet. Ma fille, elle va faire de la trip. C'est vrai, OK, on se recroise sur le lac. C'est ça. Puis ça aussi, dans le fond, c'est à côté de l'usine aussi de Lillet. Fait qu'en quelque part, moi, d'un point de vue, là, je veux dire, je peux être à Lillet n'importe quand, moi, là. L'usine de Ouellette où tout a commencé. C'était à Lillet. À 15 minutes de là. Fait que, ben oui, tu viendras avec tes 2 filles. Tout à fait. Merci, Guillaume. Merci à toi.